Là, on va rentrer dans quelque chose de très concret, puisqu'on va toucher au comportement, on va toucher à l'odeur, on va toucher au visuel, on va toucher à l'utilisation de cette e-cigarette, de ce vaporisateur, de ce nuage qu'on peut exhaler. On est sorti tout à l'heure à la pause café, on a vu qu'il y avait des gens qui vapotaient, peut-être aussi des fumeurs, j'ai pas bien fait attention, mais c'est aussi possible. Et cet acte-là, de vapoter, il est perçu, selon la position de chacun, comme quelque chose qui peut être plus ou moins disruptif, qui peut être un peu dérangeant, ou en tout cas qui peut bouleverser certains codes. Alors, le gouvernement n'a pas été insensible à ce nouveau mode de consommation, à cette vape, et donc le code de la santé publique récemment a été quelque peu modifié. Brice aussi va nous en parler. Donc je liste simplement ce qui a été écrit. La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé stipule donc qu'il est interdit de vapoter dans les établissements scolaires, d'accueil, de formation, d'hébergement pour mineurs. Il est interdit également de vapoter dans les moyens de transport collectif fermés, interdit de vapoter dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. Et donc, la phrase clé qui suit derrière, c'est « Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article ». Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière cette phrase ? Je pense que vous allez nous donner votre interprétation tous à chacun, mais grosso modo, moi, tel que je le comprends en tant que consommateur, c'est que la loi est écrite, mais on a une difficulté à l'appliquer au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut se passer si moi, là d'un coup, je vape, on est dans un lieu de formation a priori, est-ce que je peux recevoir une amende ou pas ? Je pense que la question, elle reste encore en suspens et on attend encore une action juridique, légale, pour mettre en place ces choses-là. Alors, on va parler autour de cette table-là. Jacques a présenté un petit peu les personnes. Je vais vous les redonner. On a ici, donc, alors que je fasse pas de faute, alors Madame Navarro, qui est une chef d'entreprise. Alors, elle, je pense qu'elle va être intéressante puisque elle est un petit peu nouvelle dans ce sujet, complètement neutre, neuve. Et donc voilà, concrètement dans votre travail, vous êtes exposé à cette problématique de la vape en public, de la vape dans les lieux de travail. À sa gauche, on a quelqu'un aussi qu'on connaît bien, c'est Brice Lepoutre, donc de l'association EDUS. Donc les consommateurs de cigarettes électroniques. Après, on a Monsieur Rousseau de Tabac et Liberté qui nous vient du sud de la France et donc qui lutte contre le tabac depuis pas mal d'années et qui a accès à un réseau de médecins, de tabacologues, qui est très actif sur le sujet. Et vous allez voir, il va avoir aussi des choses intéressantes à dire. Je pense, on le connaît pour son franc-parler et son énergie. Et puis aussi, au bout de la table, je pense que là, on peut aussi saluer leur présence parce que c'est pas forcément évident de participer à des débats. Surtout que là, il y a quand même beaucoup de gens pro-vape. Moi, j'ai l'impression. Donc on a donc deux messieurs, Gérard Audureau de DNF, donc le droit des non-fumeurs, qui défend donc le droit des personnes qui ont décidé de ne pas fumer et de ne pas être embêtées par les fumeurs, grosso modo. Et puis on a aussi Monsieur Thomas du CNCT, Comité National contre le Tabagisme. Alors je me tourne en premier vers Madame Navarro pour vous demander simplement comment vous avez vécu cette entrée de la vape de votre entreprise. Déjà, quelle est la taille de votre entreprise ? Et voilà, alors des fumeurs maintenant devenus vapoteurs, qu'est-ce qui s'est passé exactement chez vous ? Alors, moi, je dirige une société d'informatique et on est à peu près une trentaine. Mon profil personnel, il est très différent en fait de mes collaborateurs parce que je ne fume pas, je ne vapote pas, je ne bois pas d'alcool, je ne bois pas de café ni de thé. Donc, voilà. Et donc, je vis en fait au quotidien la cigarette et la vape de manière assez innocente, comme vous l'avez présenté, parce que c'est un sujet qui m'intéresse bien sûr, parce que je considère que la cigarette n'est pas bonne pour la santé. Ça m'intéresse aussi en tant que chef d'entreprise, parce que mine de rien, quand on a un certain nombre de collaborateurs, on doit aussi s'intéresser à la productivité. Et je pense qu'il y a aussi un lien avec la cigarette et le vapotage. C'est-à-dire qu'un vapoteur pourrait travailler plus qu'un fumeur ? Oui, il est plus productif. Alors, on est une trentaine. Moi, mon échantillon, en fait, au quotidien, c'est une quinzaine de personnes, puisque j'ai des personnes qui sont à Lyon et à Paris, j'ai des personnes qui sont mobiles. Donc, moi, j'ai une vision d'une quinzaine de personnes au bureau, sédentaires, dans des équipes administratives, informatique, hotline, technique. Donc, j'ai une partie qui est
fumeurs contre le vapotage. J'ai du dual user, comme c'était exposé, et j'ai des vapoteurs convaincus. Donc j'ai 3 populations qui se mélangent. Donc en tant que chef d'entreprise, c'est clair que les gens qui font que vapoter sont plus productifs, à une seule condition aussi, c'est que je suis un peu laxiste par rapport à la loi que vous évoquiez, c'est-à-dire que je considère que comme on a un espace, on est assez confortable au niveau des bureaux, c'est-à-dire que chaque collaborateur a quand même un espace confortable, et s'il respecte l'autre, c'est vrai que je laisse vapoter dans les bureaux. Donc vous n'avez pas désigné une zone particulière pour vapoter et une zone, par exemple, des fumeurs. Il n'y a pas de distinction physique. Alors, en tout cas aujourd'hui. Pour les fumeurs, c'est de toute façon, on a un bâtiment sur 2 étages et les fumeurs doivent aller au rez-de-chaussée. Alors pourquoi ? Très simplement parce qu'on a des visites de clients et quand je me retrouvais avec 4 fumeurs dans l'entrée et que les clients passent, ça le fait pas, quoi. Donc j'avais demandé de s'éloigner de l'entrée principale pour éviter d'accueillir nos clients déjà en pause cigarette quand même, et puis d'avoir une espèce de fumée ambiante. Donc les gens, je leur demande de se décaler parce qu'effectivement il y a une praticité qu'il faut, côté pragmatisme à l'entreprise. Voilà. Après, sur le vapotage, effectivement, c'est plutôt dans les bureaux. Alors ça, c'est une notion qui est très importante. Comment placer le vapoteur ? Faut-il le mettre à côté du fumeur si on l'exclut ? Ça, c'est Brice. Je sais que c'est un sujet, voilà, on se tutoie parce qu'on se connaît, hein, vous nous pardonnez, qui a été abordé dans certaines émissions télé auxquelles tu as participé, radio, et c'est une idée que tu défends depuis souvent, c'est-à-dire on ne veut pas retourner sur le banc des fumeurs, on essaye de se sevrer et on n'en encourage pas. Et on prend des fois l'image de l'ancien alcoolique à qui on va servir de l'eau dans une bouteille d'alcool. Enfin bon, voilà, cette image-là. Donc toi, le fumeur à côté du vapoteur, c'est quelque chose qui te dérange ? C'est quelque chose, c'est vrai, sur lequel on est obligé de réagir régulièrement. Je comprends très bien ce que vous vivez. Je suis directeur informatique. Les informaticiens, ça boit 2 litres de café par jour et ça fume énormément. J'ai réussi à me sevrer grâce à la cigarette électronique du tabac. Malheureusement, la cigarette électronique est pour moi, comme pour beaucoup de gens, une béquille. Si on me l'enlève, j'ai de fortes chances de retomber dans le tabac, de très fortes chances de retomber dans le tabac et d'en mourir. Et aujourd'hui, on nous met en paradoxe une notion de confort. Il faut savoir se tenir quand on vapote, hein, bien sûr, on ne va pas faire du cloud vaping au travail et faire des tonnes de gros nuages, mais on nous parle d'une notion de confort contre ma vie, grosso modo, parce que si jamais je dois arrêter de vaper, malheureusement je ne peux pas vaper, du moins faire des pauses toutes les 15 minutes pour aller vaper au travail, mon patron ne serait pas très content, et donc je vais me remettre à fumer du tabac, parce que le tabac lui me fait effet pendant 1 heure, et malheureusement voilà, les conséquences seront néfastes pour moi. Donc c'est vrai que c'est un domaine sur lequel on bataille, de pouvoir vapoter en entreprise tout en respectant les autres. On a édité là-dessus justement la charte de bonne conduite du vapoteur en entreprise qu'on a pas mal distribuée, où justement on en appelle au respect avant tout. C'est de la bonne conduite, c'est des choses qui s'apprennent à l'école, le respect, et ça n'a pas à figurer dans des lois. Alors, Monsieur Audureau, je vous donne la parole, après Monsieur Roseau. Monsieur Audureau, Monsieur Thomas, il y a une notion qui est très importante dans cette vape dans les lieux publics, c'est ce qu'on appelle la renormalisation de l'acte de fumer ou la banalisation de l'acte de fumer. C'est quelque chose contre lequel vous vous battez. Les lois, enfin en tout cas les actions de lutte contre le tabagisme s'intéressent beaucoup au comportement. Est-ce que vous pensez que cette vape-là, elle est en train de rebanaliser l'acte de fumer contre lequel on s'est battu depuis longtemps ? Oui, c'est une évidence. On a mis 40 ans à se protéger contre le tabac dans les lieux publics et notamment en entreprise. On ne va pas remettre encore 30 ans à se protéger contre une pollution beaucoup moins importante, certes, avec la cigarette électronique, mais malgré tout une pollution. Et si j'interviens là, c'est parce que, au-delà de l'aspect sanitaire du tabac, des problèmes sanitaires que ça cause et qui sont énormes, il y a un problème beaucoup plus important qui est un problème de comportement, qui est un problème sociétal et qu'il faut également aborder. On ne peut pas l'oublier. J'entendais tout à l'heure Bertrand dire qu'il fallait associer les médecins avec. Mais non, il n'y a pas que les médecins, il y a également la société civile qui se préoccupe de la manière dont on vit. Or, il se trouve que j'ai assisté l'an dernier au sommet de la vape, et effectivement, quand on était dehors, c'était insupportable.
y compris en odeur. Mais il y a eu bien pire quand je suis allé voir la projection de A Billion Live. Je peux vous dire que quand on est arrivé devant, on était un peu en avance avec ma femme, on a été obligé de s'en aller, c'était à vomir les odeurs qu'il y avait à ce niveau-là. Et pire que ça, et là je veux en arriver à ce que laisse entendre le président de l'EDUS, quand on est rentré dans la géode, qu'on s'est installé pour regarder le film, il y a 3 malins qui se sont mis à fumer, à vapoter avec des produits qui envoyaient à 3 mètres de long et ils nous les envoyaient carrément dessus. Jamais vous n'arriverez à créer quelque chose qui, en dehors de la loi, arrive à clairement déterminer les limites qu'il ne faut pas franchir. Or là, ce que j'estime, c'est que dans les entreprises, comme dans tous les lieux qui sont fermés et couverts, dans lesquels donc on est enfermé, il faut éviter que l'on puisse vapoter, c'est tout, c'est pas compliqué. En dehors de ça, si vous savez combien, et vous pouvez le trouver d'ailleurs dans notre site internet, puisqu'on a 3 parutions sur la cigarette électronique qui sont très intéressantes et qui vont d'ailleurs dans votre sens. Hein. Si l'on arrive à ce qu'il y ait consensus sur cet aspect précis on ne va pas vapoter dans les lieux où il est interdit de fumer, tout le reste, vous nous aurez avec vous pour défendre la pratique de la vaporette. Un message important alors, on a bien noté, d'accord. Vous savez depuis le début ça. D'accord. Monsieur Thomas, une réaction alors ? D'abord, la première réaction, j'étais trouvé curieux, c'est que vous avez commencé par nous positionner comme des anti. Et ça, c'est curieux parce que si nous sommes ici, enfin moi en particulier, en tout cas, moi aussi. Je pense que c'est parce qu'on veut le dialogue et qu'on veut écouter ce qui se dit et vous faire part également de ce que l'on peut effectivement évoquer par rapport à ce sujet précis qui est l'interdiction de vapoter dans les lieux publics. Donc, il n'y a pas de pro et de anti. Et je pense que c'est vraiment pas normal de positionner ça comme ça d'emblée. Dans l'enquête qui a été faite auprès des participants, qu'a montré Bertrand tout à l'heure, on a vu que c'était un des sujets les plus, disons, non consensuels. Cela, je pense, pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous manquons sérieusement de données scientifiques. Et je reprendrai, parce que je l'ai relu, parce que ça m'avait frappé dans le livre de Jean-François Hetter, qui est ici et qui, pour vous, est certainement un apôtre de la vape. Il mentionnait d'une façon très précise qu'il ne concevait pas que l'on puisse vapoter dans les lieux où il est interdit de fumer. Et son argumentaire était le suivant, et il a toujours plaidé dans ce sens-là. D'ailleurs, je me souviens très bien, quand on s'était réunis les premières fois, il me dit il faut chercher, il faut faire de la recherche sur les thématiques concernant la vape. Et en l'occurrence, il y a eu de la recherche sur le vapotage passif. Il y a même des synthèses, il y a des revues, et j'espère que la plupart des gens ici les ont regardées et ne sont pas uniquement à travers ce que les médias rapportent. Hein, je dis bien, parce qu'on a beaucoup parlé ce matin. C'est vrai que les médias sont très destructifs et sont des vecteurs de désinformation dans ce domaine, on le sait. Ceci étant, je pense qu'il faut, en tant que médecin, moi, je suis cardiologue, toujours avoir le souci, lorsqu'il y a des études qui paraissent, d'aller les regarder en détail, de voir ce qu'elles valent, ce qu'elles ne valent pas, et d'accepter de penser que l'on ne peut pas trancher si les études sont mal faites ou si les études sont pas significatives, et ne pas se retrancher en disant « il ne faut pas parce qu'on ne sait pas », et ne pas se retrancher non plus dans « puisqu'ils ne savent pas, on peut faire n'importe quoi ». Donc voilà, donc ça c'est l'approche, disons, rationnelle et qui se veut ouverte. Moi je pense que cette histoire de se mettre pro ou se mettre anti est très contre-productive. Ça a été, je pense que ça a été d'ailleurs rappelé ce matin par plusieurs intervenants. Je pense qu'il est nécessaire de s'écouter, d'écouter les fumeurs, d'écouter les vapoteurs. Et voilà, je l'ai entendu beaucoup de fois et je crois que c'est très important. Et puis, il faut accepter également que, parce qu'on est médecin, on n'est pas forcément wrong, c'est-à-dire mauvais. Et ça, souvent, c'est l'impression qu'on a quand on vient, en tant que médecin, parler devant des gens qui ne le sont pas et qui ont un credo
très fort, et je le conçois. Je le conçois, parce qu'ils sont sortis, pour la plupart des gens ici, sont sortis du tabac avec la vape. Donc, s'ils n'avaient pas le credo de penser que la vape, c'est la solution, ils ne seraient pas là. Alors on parlait de... Donc il faut voilà. Donc ne pas vapoter dans les lieux publics a un bon sens à deux titres. L'un qui a été rappelé par Gérard Rudureau, et je pense sur lequel beaucoup de gens sont tout à fait d'accord, c'est d'éviter de renormaliser le geste de fumer, dans le sens que l'émission de vapeur simule la fumée, que même si maintenant... les vapoteuses ne ressemblent plus à des cigarettes. Je veux dire que c'est quand même une image qui a été sortie du champ public et qui va y rentrer quelque part. Et donc ça, c'est un point, je pense, important. Et deuxième point, je me suis étendu un petit peu, c'est qu'il y a quand même quelques données sur la vapeur passive qui posent question et qui sont, certes, et quand je pèse mes mots, qui sont très en dessous de ce que peut constituer un fumage passif. Bon, il n'y a aucun doute là-dessus. Et mon propos n'est pas du tout d'associer les deux et de dire que c'est pareil, loin de là. Mais quelqu'un qui n'est pas fumeur, il n'est pas normal de le soumettre à une exposition, même si elle est infiniment toxique, infiniment peu toxique, parce que justement, il n'a pas demandé cela. Et en particulier, je pense que vapoter dans les lieux publics va exposer des enfants, forcément, va exposer des gens plus ou moins sensibles, forcément, qui soient insuffisants respiratoires, qui soient cardiaques, qui soient donc avec une sensibilité qui peut être plus importante que la population générale. Donc ceci doit être pris en compte. Et il est très difficile de faire des nuances, de dire on va vapoter dans certains lieux publics et pas d'autres, et parce qu'il y a des enfants, parce qu'il n'y a pas d'enfants. Parce qu'à un moment donné, la loi doit cadrer. Et ne penser que le bon sens et le fait de ne pas, disons, gêner son voisin par l'odeur, comme le dit Gérard, ou par... ça, j'y crois pas trop, puisqu'on sait très bien que ça ne fonctionnait pas avec le tabac, donc je ne vois pas pourquoi ça fonctionnerait. Et quand on voit ces grands nuages de fumée, effectivement, et l'odeur... Mais non, mais attendez, on peut dire quelque chose. Je veux dire qu'on peut concevoir que ça ne soit pas très agréable pour un certain nombre de gens, et en particulier dans des lieux confinés. Ouais, d'accord. Monsieur Roseau, j'ai envie de vous donner la parole. Je sais qu'il y a quelque chose qui vous énerve, en tout cas qui vous agite, c'est le parallèle entre la vape et le tabac, mettre la vape aux côtés du tabac. Et si je me trompe, vous allez m'expliquer ça, mais le fait d'interdire la vape au même titre que le tabac dans les lieux collectifs, c'est quelque chose qui vous fait réagir. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça ? On va y venir. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité à participer à cette table ronde. C'est un événement qui est autofinancé, c'est important. On est dans l'indépendance. Alors je dirige, comme vous l'avez rappelé, une association qui s'appelle Tabac Liberté, qui lutte contre le tabagisme. Nous allons dans les lycées et collèges faire de la prévention auprès des jeunes, mais nous allons aussi dans les entreprises. Nos clients, c'est Airbus, Orpea, actuellement nous sommes à la caisse de prévoyance de la SNCF, etc. Tout ça pour dire que nous connaissons les problèmes liés au tabagisme et aussi ceux liés au vapotage, parce que nous voyons arriver de plus en plus souvent dans nos consultations des vapoteurs. Et des vapoteurs, disons-le, des vapoteurs heureux. Nous avons été les premiers témoins de l'arrivée de la cigarette électronique en France. J'étais à l'époque médecin du travail à Air France, et c'était en 2006... Un pilote m'avait ramené un gadget, il savait que je m'intéressais au tabac, il m'avait ramené un gadget, un truc en inox, et j'avais été surpris. Je l'avais un peu étudié, j'avais publié, on édite une lettre trimestrielle au sein de notre association, j'avais publié un article dont le titre était, dans la lettre numéro 46, en décembre 2006, le titre était « Une cigarette inoxydable de Ruyan ». Ruyan, c'était sa marque, et inoxydable parce qu'elle se présentait sous la forme d'un tube en inox et que je pensais déjà qu'elle allait résister à l'épreuve du temps. Il a fallu attendre un peu, mais depuis 2-3 ans, je ne dis pas qu'elle a explosé, parce que ça serait encore repris par les médias pour nous faire dire n'importe quoi. Elle a acquis ses lettres de noblesse et elle s'est imposée à nous.
Il y a en effet aujourd'hui en France 6% de la population des 15-75 ans qui l'utilisent, soit environ 3 millions d'individus. Sur ces 3 millions, il y en a 2 millions qui vapotent quotidiennement. Et qu'on le veuille ou non, les vapoteurs sont en principe des travailleurs. Et il était donc normal qu'on parle du problème de la vape au travail. Alors, il est interdit de vapoter au travail. D'accord. Mais on est en droit quand même de se poser la question, pourquoi c'est interdit? Un des grands principes du droit est nulla pena sine lege. Il ne peut pas y avoir une peine ou une condamnation s'il n'y a pas une loi. Et si on va plus loin, il ne peut pas y avoir une loi s'il n'y a pas derrière une argumentation sérieuse et utile à tous pour la faire. Sinon, elle est promulguée et il arrive 3 cas aussi désastreux l'un que l'autre. Le premier cas, elle est foutue dans un tiroir et on n'en parle pas. Le deuxième cas, elle est contournée par les usagers, ce qui se passe, on vient de le voir. C'est pas glorieux. Et le troisième cas, elle est contestée pour la plus grande satisfaction des avocats. Dans aucun de ces 3 cas, le législateur n'en sort grandi, encore moins l'état de droit. C'est ce qui se passe pour le vapotage. Le législateur a assimilé tabagisme et vapotage. Il a décidé d'appliquer la même réglementation au vapotage que celle qui existait pour le tabagisme. C'est pour moi une grande erreur. Nous sommes en effet en présence de 2 pratiques fondamentalement différentes, pour ne pas dire opposées, voire même contraires. Le tabagisme est antonyme du vapotage. Il est opposé au vapotage et tabagisme sont opposés comme l'eau est opposée au feu et comme le remède est opposé au mal. C'est aussi simple que ça. Non, mais il y a une argumentation. Nous allons voir successivement 4 facettes qui les opposent. D'abord l'aspect santé publique, puis après l'aspect humain, puis après l'aspect financier, et on terminera par le plus gros, c'est l'aspect des aides publiques. Considérons tout d'abord l'aspect santé publique. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que le tabagisme tue. C'est écrit partout, et c'est tellement écrit que c'est devenu banal. On n'y fait plus attention. Mais le tabagisme tue, et c'est la première cause de décès en France, et en plus c'est une cause évitable. On va passer sur les chiffres, 73 000 morts par an, 200 morts par jour, etc. Ce qui est important, c'est de savoir comment il tue. Il tue par 3 voies. La voie du monoxyde de carbone, à l'origine des maladies cardiovasculaires mortelles, la voie des cancérigènes, à l'origine des cancers mortels, la voie des particules irritantes, à l'origine des bronchopneumopathies chroniques obstructives, elles aussi mortelles. Voilà pour le tabagisme. Le vapotage, jusqu'à présent, je vous mets au défi de me citer un mort du vapotage. Le vapotage ne tue pas. Il ne présente aucun de ces 3 aspects mortifères qu'a le tabagisme. Sur ce point donc, vapotage et tabagisme sont fondamentalement opposés. Deuxième point, considérons à présent l'aspect humain. Le tabagisme est une pratique barbare qui a servi l'homme, qui le rend drogué, qui le calme, qui le rend addict. Je vous rappelle que addictus, ça vient du mot latin esclave. Personne parmi nous et personne à l'extérieur ne pourrait aujourd'hui faire vanter l'esclavage. Bien, le tabagisme, c'est ça. Le vapotage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, au contraire, il permet aux fumeurs de sortir du tabagisme, de se libérer des chaînes du tabagisme, comme l'eau s'oppose au feu et comme le remède s'oppose au mal. Sur ce point encore, vapotage et tabagisme s'opposent. Troisième aspect, à l'aspect financier. Le tabagisme rapporte. Il est source de profit. Il rapporte à l'État 13 milliards d'euros par an en cash. Mais il lui coûte 25 milliards d'euros par an, c'est-à-dire qu'in fine, il y a une perte de 12 milliards. Donc, il est la cause pour l'État de perte. Le vapotage, au contraire, a permis l'essor d'une industrie nouvelle, productrice d'embauche et donc de profit pour l'État. Si le tabagisme coûte à l'État, le vapotage lui rapporte. Là encore, vapotage et tabagisme s'opposent fondamentalement.
Venons-en enfin au domaine des aides publiques. Le tabagisme est protégé et soutenu partout et toujours, soit quand il est vendu, marché parallèle, soit quand il traverse les frontières, soit quand il est vendu officiellement. Je rentre de Marseille, où on fait une opération sevrage tabac pour la caisse primaire la caisse de prévoyance de la SNCF, mais dans la rue, on est sans arrêt abordé par des vendeurs à la sauvette qui vous disent « Boro, 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 Boro », sous l'œil complaisant des policiers ou sous l'œil absent des policiers. J'habite un département qui est limitrophe de l'Andorre. Il y a 2 jours, les buralistes ne sont pas contents, et on les comprend, parce que tous les jours, il y a des fourmis qui vont en Andorre et ramener des paquets de cigarettes sous l'œil complaisant des douaniers, là encore agents de l'État. Monsieur Roseau, c'est très passionnant ce que vous dites, mais je pense qu'on s'écarte un petit peu du sujet. Je termine. On parle de la vape dans les non. lieux publics. Hein. On ne parle pas de taxes ou quoi que ce soit. Donc, essayons de recadrer un petit peu les choses. On est en plein. Pendant ce temps, les vendeurs de tabac, les buralistes, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont reçu comme aide? Ils ont reçu, entre 2004 et 2011, 2,6 milliards d'euros. Ce sont les fameux contrats d'avenir, alors que leur chiffre d'affaires moyen avait augmenté de 44%. Est-ce qu'ils avaient besoin vraiment d'une aide? À l'opposé, la vape, qu'est-ce qu'elle a reçu? Rien, pot de balle et balles de crin. Au contraire, elle subit des contraintes. Donc, le vapotage, une fois encore, est fondamentalement opposé au tabagisme. Quel que soit le domaine dans lequel on se place, que ce soit le domaine personnel, familial, social, sociétal, ou quels que soient les aspects dans lesquels on veut les comparer, tabagisme et vapotage sont fondamentalement opposés. Le seul domaine où ils sont associés, c'est le domaine de la réglementation. Pour moi, seul un pervers ou un dépravé peut confondre l'incendiaire criminel et le pompier sauveteur. Seul un inconscient ou un corrompu peut confondre le remède avec le mal. Assimiler le vapotage et le tabagisme est une grave erreur de jugement, que ce soit volontaire ou involontaire, peu importe. Et imposer au vapotage les mêmes réglementations qu'au tabagisme est une aberration. Il faut arrêter d'entraver le vapotage, de lui faire subir des handicaps, mais il faut arrêter surtout d'encourager le tabagisme. J'accuse les cigarettiers de se livrer à des manœuvres fourbes et sournoises pour recruter et asservir des jeunes et surtout pour influencer la réglementation par leur lobbying. J'accuse les médias de faire l'apologie du crime par tabagisme en ne dénonçant pas les véritables causes de décès des fumeurs. Ils vous disent il est mort d'un cancer du poumon. Non, il est mort tué par le tabac. Et surtout en dénigrant, comme ça a été dit à plusieurs reprises ce matin, systématiquement la cigarette électronique. Et j'accuse enfin l'État et tous ceux qui font semblant de lutter contre le tabagisme de ne faire que des singeries, des supercheries, des tromperies. Ils maintiennent un tiers de la population depuis de trop nombreuses années sous l'empire du tabagisme. Jusque à quand? Une phrase et on va donner la parole aux autres parce qu'on est pressé par le temps. Je termine par la question que je veux poser. Jusque à quand, jusque à où, le vapotage qui sauve la vie de fumeurs continuera à être associé au tabagisme qui a tué, qui tue et qui tuera encore? C'est la question que je pose. Merci. Monsieur Thomas, on parlait tout à l'heure d'approche rationnelle on parlait tout à l'heure d'approche rationnelle de cette vape dans les lieux publics, à savoir ses émissions, éventuellement la nicotine qu'on peut retrouver dans les urines des gens à côté, cette vape passive. Vous expliquez qu'elle est scientifiquement un petit peu documentée aujourd'hui, on a quelques éléments de réflexion. Est-ce que vous pouvez nous en faire un résumé très bref, si c'est possible? Oui, il y a des papiers qui ont fait la revue de ces études. En l'occurrence, je vous signale, mais vous la connaissez certainement, ce papier australien d'Isabelle Hess, qui est un papier qui collige une quinzaine d'études, il y a 16 études exactement, qui ont regardé, alors de façon directe ou indirecte, c'est-à-dire soit en regardant effectivement chez les sujets qui avaient été exposés, savoir qu'est-ce qu'ils excrétaient et qu'est-ce qu'ils donnaient,
chez les sujets, analyser également la vape ambiante, c'est-à-dire ce qui se passe, et puis des études beaucoup plus marginales, je veux dire une étude qui a été faite chez l'animal, donc ça j'en parlerai pas, ça me paraît déplacé en l'occurrence. Ce qui ressort de cette revue, c'est intéressant, c'est qu'il y a quand même 10 études sur 16 qui disent qu'il peut y avoir un problème de santé publique. Alors, entendons-nous bien, parce que ici, je pense que vous risquez de percevoir ça comme, encore une fois, quelqu'un qui annonce des choses comme les médias. Bon, non, c'est pas ça. Ce qu'il faut regarder, c'est que c'est infiniment, effectivement, plus faible, et on le sait, que ce qu'il y a dans la fumée ambiante autour des fumeurs. C'est évident. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il y a quelque chose, et il y a en l'occurrence, et ça on n'en parle pas beaucoup parce qu'on parle de la nicotine, mais bon, à la limite, je veux dire que c'est certainement très marginal, et même s'il y a parfois des taux relativement importants, si l'ambiance peut être très, très, très dense en termes de nicotine ambiante, c'est pas ça qui peut être préoccupant, et en particulier moi, je me place sur le plan cardiovasculaire. Il n'y a pas de monoxyde de carbone, ça, d'accord, on est tous d'accord là-dessus. Les cancérogènes, il y en a très peu, ok, mais il y en a un petit peu. Donc les gens qui sont exposés, même s'ils sont peu exposés, je veux dire, c'est quoi, c'est formaldéhyde par exemple, c'est ça? Il y a quelques cancérogènes, si vous voulez, bon, à des niveaux extrêmement faibles par rapport à la fumée ambiante autour des fumeurs. Entendons-nous bien, encore une fois. Et puis il y a les particules fines, parce qu'on n'en parle pas des particules fines. Bon, alors oui, je vois Jacques qui se révolte tout de suite. Ouais, particules fines, ouais, qu'est-ce qu'il va nous donner là? Dans la pollution, les gens qui ont étudié la pollution atmosphérique, il y a des impacts cardiovasculaires de la pollution atmosphérique. Ces impacts cardiovasculaires passent par la particule fine. Solide. Attends, la pollution ambiante ou la pollution... Non, je pense qu'en fait, là, on est devant un public qui est majoritairement pas médical et pas avec, effectivement, des notions de base scientifique. Donc, je veux dire, on ne va pas rentrer dans le détail, mais je veux dire que c'est... Qu'est-ce qu'il y a ? Non, je ne suis pas méprisant. Je ne suis pas méprisant parce qu'il y a des termes... Parce que là, on est en train de se discuter... Non, attendez. Vous voyez, c'est terrible parce que... Poursuivez. Bon, je pense il faut étudier plus avant. C'est un problème qui n'est pas totalement résolu. Mais moi, je ne mets pas ça en avant essentiellement pour ne pas vapoter dans le public. On l'a dit. Ce qui est plus important, effectivement, c'est la non-renormalisation, effectivement, de l'acte de fumer et tout ce qui, disons, est autour en termes d'image. Bon, ça, c'est la raison essentielle, même la raison principale. La raison sanitaire, elle est possible. Elle n'est pas démontrée formellement, même s'il y a des indices. Il faut étudier plus avant. Et je pense que se refuser d'étudier sous prétexte que l'on croit qu'il n'y a aucun risque, c'est un peu se mettre dans la position qui était celle de... On croyait que le tabagisme passif, et en particulier parce que l'industrie du tabac nous disait qu'il n'y en avait pas de risque, il y a 30 ans, même s'il y avait déjà des études qui le démontraient. Alors donc, on comprend. Il faut pas se voiler la face. Il faut regarder et étudier. On va passer le micro après. Hein. Il faut regarder et étudier et ne pas, a priori, je dirais, ni dans un sens, ni dans l'autre, dire que les choses sont jouées et que les choses sont claires. D'accord. Alors on comprend que cette vape dans les lieux publics, elle est finalement la dimension comportementale prend pour l'instant le dessus sur la dimension purement scientifique rationnelle. Monsieur Audureau, on a ici par exemple Brice Lepoutre qui a son vaporisateur sur la table, il l'a pas encore utilisé mais il aurait pu très bien l'utiliser, il l'a utilisé. Bon, alors est-ce qu'aujourd'hui il a enfreint la loi? Qu'est-ce qu'il risque? Ou Madame Navarro qui laisse vapoter ses salariés dans son entreprise, qu'est-ce qu'elle risque aujourd'hui? Alors, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il y a une loi mais qui prévoit qu'il faut un décret d'application. Il se trouve que donc, logiquement, tant que le décret n'est pas sorti, la loi n'est pas applicable, mais la loi déjà se suffit à elle-même sur le minimum qu'elle représente. Et donc, je serais très désagréablement surpris que quelqu'un fume à l'intérieur de cet espace, y compris M. Brice Lepoutre, si c'était le cas. Et je trouverais ça anormal. On ne vous demande rien. On va passer le micro, vous inquiétez pas.
Si vous avez à parler, vous parlerez après. On me demande mon avis, je le donne. Je suis très consensuel, mais il ne faut pas me marcher sur les pieds non plus. On vous écoute, monsieur Auduron. Très simplement, dans l'état actuel des choses, on est toujours entre deux eaux. C'est-à-dire que le décret n'est pas passé, et il n'est pas passé parce qu'il y a une insistance très forte de la part de l'ensemble de ceux qui protègent la VAP pour essayer de faire modifier la loi. Et donc on fait retarder. La plupart des décrets sont tous passés, il n'y a que celui-là qui ne passe pas. Il ne passe pas, et qu'est-ce qu'on a comme résultat, par exemple, puisqu'il y en a 2 qui ne passent pas, c'est que ICOS se permet de faire une publicité éhontée, énorme, dans un support très important qui est BFM Télé, et où on voit Philippe Maurice pendant un quart d'heure qui expose la manière, et chaque fois qu'il rajoute Philippe Maurice. La publicité repart de cette manière-là. On est donc dans ce no man's land qui est très désagréable, mais il n'y a rien qui permette de considérer qu'on a le droit de fumer ici, comme il n'y a rien qui permette de considérer qu'on a le droit de vapoter. Et il n'y a rien non plus qui permette de considérer qu'on ne peut pas. Une fois que ce décret sera publié, c'est gravé dans le marbre, ça bougera plus jamais. Comment on peut percevoir un petit peu ce... Un décret comme une loi, ça peut se défaire et se refaire. Mais il faut considérer qu'il y a par derrière également une directive européenne, laquelle directive européenne, sur la question en tout cas de la publicité, est fermée et ne permet pas de faire grand-chose en dehors de ce qui a été fait jusqu'à maintenant et proposé dans les textes de loi. Par contre, il n'y a pas dans la circulaire autre chose que des recommandations par rapport à l'interdiction de vapoter dans les lieux à usage collectif. Quand ce décret sera là, je vape dans un bus ou dans le travail, l'amende à laquelle je m'expose, est-ce qu'elle sera exactement la même que pour le tabac fumé ? Je n'ai aucune idée de la manière dont les choses vont se passer à ce moment-là, et je n'ai pas envie de rentrer dans ces considérations parce que je pense que si on est réunis ici, c'est pour essayer de trouver quelque chose de consensuel et non pas quelque chose qui nous oppose. Et je suis tout à fait d'accord avec Daniel Thomas quand il dit que vous avez tort de nous considérer comme des ennemis de la VAP. On en est très proche, bien au contraire, et on serait capable de beaucoup la valoriser si vous acceptiez de considérer que nous aussi, on peut avoir droit à s'exprimer sur des points précis. Très bien, bon, vous êtes bien exprimé, en tout cas c'est très bien. Donc, plutôt défavorable à la vape en lieu public. En face, on a quelqu'un de très pragmatique, finalement. Madame Navarro, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de ces discussions ici, de ce débat et de cette présentation bien longue de Monsieur Roseau? J'ai retenu des fondamentaux qui sont importants, c'est-à-dire d'imaginer que le tabac est contraire à la vape en termes d'intérêt. Moi, ce qui me perturbe en fait dans cette interdiction, c'est de ne pas se donner la liberté de trouver des bonnes pratiques qui permettraient de rééduquer ou d'éduquer des utilisateurs différemment que par le parcours du fumeur, qui est passé de « je suis autorisé partout » à « je suis interdit ». Et finalement, le comportement du fumeur, il suit la loi. Et moi, je voudrais imaginer que le comportement du vapoteur ait des valeurs, qu'il soit capable de respecter l'autre. Alors certes, il faut sans doute donner des règles de fonctionnement au travail, en réunion, des choses comme ça, mais essayer de redonner en fait des notions de respect indépendamment d'une loi qui viendrait légiférer. Moi, je suis pour essayer de développer des valeurs humaines et de trouver des modes de fonctionnement dans l'entreprise qui puissent reposer là-dessus, parce que la répression, c'est compliqué dans les leviers de motivation d'une entreprise. Alors, Brice, ce guide de bonne conduite, je donne la parole à monsieur le... L'EDUS avait rédigé ce guide de bonne conduite. Alors, je ne sais plus exactement le terme qui était employé, mais c'était grosso modo des règles sociales de base pour pouvoir vapoter en bonne harmonie avec ses voisins. Comment ça a été reçu, ce guide? Quel impact il a eu? Plutôt favorablement. Le problème a été après au niveau de la diffusion, ça a été assez ignoré après par le côté ministériel. C'était justement, on l'avait sorti au moment où on commençait les débats pour préparer la loi sur justement le vapotage en entreprise. Malheureusement, vu que ça a été un peu snobé par le ministère, ça a un peu servi pour les vapoteurs eux-mêmes, pour leur rappeler un peu les règles qu'il fallait adopter en société.
mais ça en est quasiment resté là. Et je rejoins un peu ce que disait Madame Navarro. Nous, notre premier combat justement au démarrage, c'était qu'il n'y ait pas de loi, et c'était ce qu'on essayait de faire comprendre au ministère, mais qu'il y ait des discussions dans l'entreprise, que cela se fasse au sein du CE ou du CHSCT, et qu'il y ait un règlement intérieur qui parle du vapotage, mais que ça soit fait en communion dans l'entreprise et pas des règles drastiques, c'est interdit, point. Je pense que tout le monde ici est d'accord pour dire que finalement il faut un encadrement. Après, c'est quelles sont ces modalités? Est-ce qu'on les base sur une preuve scientifique formelle? Est-ce qu'on fait appel à des notions comportementales? C'est une chose compliquée. Monsieur Audureau, vous voulez réagir à ce que vient de dire Monsieur Brice-Lepoutre? Oui, c'est pas par rapport à ce que M. Brice-Lepoutre vient de dire, mais c'est globalement, lorsqu'il a été en 1991 interdit de fumer dans les lieux à usage collectif, et qu'un décret d'application a permis de dire qu'il y avait donc ces lieux dans lesquels il était interdit de fumer, qui étaient tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public, mais qu'à l'intérieur de ces lieux, on pouvait éventuellement organiser des espaces pour les fumeurs. On a donc laissé la liberté, comme le souhaite M. Lepoutre, à ceux qui organisaient ces espaces, de s'organiser. Et qu'est-ce qu'on a trouvé tout de suite après ? Vous approchiez d'un café et vous demandiez un espace non-fumeur, ce qui n'était pas normal, puisqu'il était normalement non-fumeur totalement. C'est le fumeur qui aurait dû demander un espace fumeur. Vous demandiez un espace non-fumeur. Là, on vous regardait de travers et on vous amenait à côté des toilettes, on retirait les cendriers d'une table et on vous entourait de gens en train de fumer. Si on laisse la possibilité aux gens de faire la différence entre la raison et la dépendance, c'est la dépendance qui gagnera toujours. Monsieur Thomas, vous apportez le mot de la fin, on va pas tarder à clôturer. J'ai dit un mot tout à l'heure sur les problèmes de civilité. C'est vrai que c'est une approche intéressante parce qu'on peut imaginer que les citoyens sont dans l'ensemble attentifs aux autres et ne veulent pas gêner ceux qui l'exprimeraient qu'ils sont gênés. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de vapoteurs actuellement qui, en fait, considère que ce n'est pas un problème de ne pas pouvoir vapoter dans les lieux publics. Et ça, on ne le dit pas assez. Ici, bien entendu, ce n'est pas la majorité, puisque vous êtes plutôt dans un activisme pro, justement, et défendant, même si on a vu dans l'enquête de Bertrand que ce n'est pas la majorité des gens, de vapoter dans tous les lieux ou n'importe où. Bon. Je pense que beaucoup de vapoteurs pensent que ce n'est pas un vrai problème. Ils ne fumaient pas déjà dans les lieux publics et finalement, ne pas vapoter dans les lieux publics n'en pose pas vraiment de problème. Sauf peut-être à certains individus, je peux le concevoir. Et peut-être vous êtes de ceux-là. Donc la civilité, je crois que c'est très difficile de compter dessus. Il y a une dernière chose qui n'a pas été abordée, je n'ai pas dit tout à l'heure sur le plan sanitaire, c'est que toutes ces études dont je vous ai parlé sont des études qui sont ponctuelles et dans un temps limité et dans une circonstance qui est normalisée. Or, il est inimaginable que la vapeur passive soit en tout lieu et dans toutes circonstances, et en fonction de la façon dont on vapote et à la durée dont on est soumis au vapotage passif, que ce soit exactement la même chose. Donc c'est vrai qu'il y a des inconnus, et comme je disais tout à l'heure, il faut explorer ces inconnus de façon à ne pas rester dans un discours binaire, assez basique, de pro ou d'anti, parce qu'on y croit ou parce qu'on n'y croit pas. Donc je crois encore une fois, il faut envisager ces problèmes-là et ce problème d'exposition. Par exemple, un enfant qui va être exposé au vapotage de ses parents pendant des années au domicile parce qu'ils pensent, eux, que c'est totalement atoxique, je veux dire qu'on ne sait pas ça. On ne sait pas. Et alors peut-être que vous allez me dire, mais non, mais nous, on est raisonnable, on ne vapote pas dans l'appartement et on va vapoter dehors. À ce moment-là, si vous vapotez dehors, pourquoi vous ne vapotez pas dehors aussi dans les lieux publics ? Vous voyez ? Donc il y a une espèce de logique et qu'il faut essayer d'harmoniser de façon à ne pas être caricatural. Et la caricature dans ce domaine, je veux dire, est toujours contre-productive pour faire avancer les choses, et en particulier en termes de santé publique, à mon avis. Ok, merci. Je suis d'accord avec toi, Daniel. Je voudrais juste rappeler qu'on ne peut pas généraliser. Tu parles que des lieux collectifs. Non, il y a aussi les lieux de travail. Et là, c'est beaucoup plus problématique. Parce que les gens y restent plus longtemps. Les lieux de travail ? Oui, au domicile aussi, on reste très longtemps. Donc j'ai fait allusion. Donc, au domicile, t'es beaucoup au domicile. Je veux dire que deux parents qui seraient vapoteurs, je veux dire qu'ils sont dans leur domicile, ils vont aller vapoter dehors ? Non, ils vont vapoter devant leurs enfants. Et les enfants, ils vont voir des nouveau-nés. Donc tu sais pas. Non mais
attends, quand je dis ça, je ne caricature rien. Je donne quelque chose dont tu veux pas voir, que tu ne veux pas voir. Que tu ne veux pas voir. Donc, il faut être réaliste. Vous vous dites, il faut être réaliste, pragmatique. Ben, soyons pragmatiques, justement. Ça, c'est un cas de figure, entre autres, et qui est une réalité. Et je ne sais pas si on peut dire le contraire. Comment ? Oui, mais attends, mais c'est pas parce qu'il y a des parents qui fument avec leurs enfants à domicile. Bien sûr, c'est pas bien. Et ceux qui fument dans leur voiture avec leurs enfants aussi. Mais attendez, on n'oppose pas les choses. C'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord. Bon, Pierre a développé qu'on opposait vapotage. Bon, qu'on devait les Bien sûr, on doit les opposer en tant que tels, c'est logique, et tout ce qu'il a développé, qui était un petit peu hors sujet par rapport à notre thématique de la session, est une réalité, qu'il y a une opposition entre les deux. Mais sur le sujet lui-même, je crois qu'il faut rester dans le sujet et pas revenir en disant « Ah ben oui, mais fumer, c'est plus grave ». Parce que c'est pas... Alors on va devoir clôturer, là. On est tous d'accord. Non, mais on est tous d'accord. On est tous d'accord. Les Anglais ne sont pas forcément tout bons sur tout. Hein, il faut être quand même. On est tous d'accord. Daniel est un scientifique. Il veut des études scientifiques. C'est normal. Moi, je suis toxicologue. Je dis, le toxique, c'est la dose. C'est Paracels qui nous l'a appris. Le tabac tue. Donc, il faut aller vite. Pendant que l'intelligent réfléchit, le fou, lui, il a passé le pont. Et puis, il y a Mme Navarro qui a dit la vérité, celle qui nous unit, c'est un problème d'éducation. Bien sûr qu'on ne peut pas, et Gérard a raison, on ne peut pas supporter quelqu'un qui vous souffle à la figure une vapeur. On a eu du mal à faire passer l'image de la fumée nocive. Mais si les gens étaient éduqués, tout est un problème d'éducation. Il n'y aurait pas tous ces problèmes. Je vous signale qu'en Islande, il y a 3% des jeunes qui fument. 3%. En France, c'est 50%. Pourquoi ? Parce qu'ils sont éduqués, parce qu'on les prend en main, on leur explique. Chez nous, au contraire, non. On les fait fumer. C'est ça qui est le drame. Allez, on va clôturer, on va tous aller déjeuner. Merci beaucoup, messieurs, madame.